Une entreprise qui mute vers le e-commerce a vraiment beaucoup d'enjeux d'exploitation de la data. On a 2,5 millions de produits, on a besoin d'informations pour nos clients, on a aussi vocation à les aider à trouver le produit qui les intéresse le plus, donc on va utiliser la data pour développer, délivrer des algorithmes, des services de recherche qui les aident à trouver leur bonheur. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Delez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2022 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samir Amelal, Chief Data Officer La Redoute et mentor de la problématique data. Il nous dira comment La Redoute a réussi avec succès sa transformation numérique, comment elle est devenue une entreprise data-centrique et pourquoi l'IA a eu un rôle déterminant. Il nous parlera des chantiers qu'il a entrepris, du travail avec ses équipes, de ses futurs projets et nous livrera ses sources d'inspiration. Bonjour Samir, bienvenue dans les voies du e-commerce. Bonjour Claire, merci de me recevoir. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, on ne présente plus La Redoute, acteur incontournable de la vente par correspondance, qui il y a déjà quelques années a réussi avec succès sa transformation numérique. J'aimerais savoir comment s'est opéré ce virage et pourquoi on peut la qualifier d'entreprise data-centrique. Alors, ce virage s'est opéré de manière très progressive, puisqu'effectivement, comme vous le savez et vous l'avez dit, c'était une entreprise de VPC. Et puis, progressivement, c'est devenu une entreprise de e-commerce. Alors aujourd'hui, on peut plutôt parler d'entreprise e-commerce. On ne parle plus de VPC à La Redoute, puisque plus de 95% de notre chiffre d'affaires est fait via le site internet ou via les applications. Et c'est vrai que cette transformation numérique est indissociable de la transformation data. Et donc, effectivement, au fur et à mesure que cette transformation s'est opérée, l'entreprise, de manière générale, et le comité de direction s'est aperçu qu'il était nécessaire d'accompagner cette transformation numérique par une transformation data et par l'appropriation ou la réappropriation de cet asset qui était effectivement riche en enseignements et qui surtout permettait d'obtenir une excellence opérationnelle. C'était l'un de nos enjeux, une excellence opérationnelle qui va souvent de pair avec le e-commerce, puisque les grands acteurs du e-commerce nous ont habitués à un certain niveau de service, à un certain niveau d'expérience auquel on a dû se conformer. Alors, est-ce que c'est une entreprise data-driven et data-centrique? Aujourd'hui, sans hésiter, je dirais oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que je ne l'aurais pas dit il y a quelques années. Mais il est certain aujourd'hui que l'ensemble des décisions qu'on prend est adossé à du rationnel, à de la data, une data fiable, qu'on a déployé un certain nombre de dispositifs, notamment d'IA, qui nous aident à aller vers cette excellence opérationnelle, vers cette concurrence d'expérience que nous imposent les pure players. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, je le dis sans hésiter, nous sommes une entreprise data-driven. Alors, en quoi la culture de l'entreprise qui a muté vers une culture e-commerce a-t-elle changé la donne en matière d'exploitation de la donnée ? Une entreprise qui mute vers le e-commerce a vraiment beaucoup d'enjeux d'exploitation de la data, parce qu'on a besoin d'informations tout le temps. On a besoin d'informations pour nos clients, parce que nos clients veulent savoir où se trouvent leurs colis, veulent connaître les derniers prix, veulent savoir quelle est notre offre. On a 2,5 millions de produits. On a aussi vocation à les aider à trouver le produit qui les intéresse le plus. Donc, on va utiliser la data pour développer, délivrer des algorithmes, des services de recherche qui les aident à trouver leur bonheur. Donc, on a ce besoin-là. On a un besoin aussi de data en interne pour prendre des décisions. On a besoin de communiquer, de faire communiquer les services entre eux, entre logistique, marketing, commerce, etc. Puis, on a besoin de donner des informations aussi à nos fournisseurs et à nos partenaires. Qu'il s'agisse de partenaires logistiques ou de fournisseurs, ils ont besoin d'avoir un certain nombre d'informations, de data. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est indissociable de la transformation numérique et digitale d'une entreprise. Donc, effectivement, on a dû accompagner cette transformation en rendant ces données, d'une part, qualitatives, à plusieurs égards. Quand
quand on parle de data quality, on a souvent tendance à penser à la fiabilité de ces données, à leur exactitude, mais ce n'est pas que ça. On a la résilience de ces données, c'est leur disponibilité, parce que parfois ces données ne sont pas stables, donc il faut les rendre stables, disponibles tout le temps, avec ce qu'on appelle un taux de disponibilité, des SLA, un niveau finalement de disponibilité de ces données. Et puis, on a aussi la synchronicité de ces données. Il faut qu'elles soient partout fraîches, si je puis dire, et actuelles quand elles circulent d'un endroit à l'autre, que ce soit en interne ou en externe. Il faut qu'elle soit exploitable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache à quoi elle correspond. Donc, il y a un dictionnaire des données, etc., un catalogue. Donc, tout ça, en fait, on a dû le mettre en place. C'était pas le cas, ça n'existait pas, ou ça existait très peu. C'était assez balbutiant. Les technologies qu'on employait, qu'on utilisait étaient vieillissantes. Et donc, on s'est attelé à accompagner cette transformation numérique à travers, justement, dans un premier temps, ce socle data. Après, il y a eu d'autres choses, l'IA, etc. Alors justement, Samir, j'ai une question relative à cela, cet accompagnement, cette transformation. Quels autres chantiers avez-vous entrepris depuis 2019 ? On a effectivement eu un premier chantier que je viens de décrire, qu'on appelle souvent DataOps, FinOps, exploitation, enfin toutes ces choses-là. Et puis on a eu des chantiers très business en fait qu'on a dû déployer. Alors d'une part, l'implémentation de dispositifs IA qui nous ont aidés à mieux faire notre métier. Je peux prendre quelques exemples. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a 2,5 millions de références sur notre site. Parmi ces 2,5 millions de références, on a parfois des erreurs de prix. Inutile de vous dire qu'un pyjama à 29 000 €, on a beaucoup de mal à le vendre, on le vend pas. Et c'est une erreur de prix. Ou un canapé à 1 €, on annule la vente. La DGCCRF nous y autorise, puisqu'en fait, il est évident que le prix est pas le bon. Et ça, tout ça, ça génère de la frustration chez nos clients. Et donc, on a déployé, par exemple, un algorithme qui permet de détecter ces erreurs de prix. Et ce sont des algorithmes qui sont pas anecdotiques. C'est vraiment quelque chose qui a une véritable utilité pour nos clients. On a déployé des algorithmes qui vont nous aider, par exemple, à mieux prédire des incidents ou à mieux détecter des incidents de livraison. Ça, c'est pareil, c'est un gros enjeu et un gros problème pour nos clients. Et comme on fait pas de fulfillment sur notre marketplace, on a un certain nombre de produits en fait qui sont ce qu'on appelle en stock porté, donc on va stocker dans nos entrepôts. Mais quand il s'agit de marketplace, c'est plutôt le vendeur qui achemine le produit. Donc et les clients n'ont pas envie de savoir si c'est de notre responsabilité ou celui du vendeur. Ils achètent un produit sur l'application ou le site La Redoute et c'est vers nous qu'ils se tournent quand il y a un souci. Donc effectivement, on a déployé des dispositifs d'IA ou data en fait qui nous permettent d'améliorer notre service et l'expérience qu'on offre à nos clients. Et donc, en parallèle de ça, on a développé ce genre de dispositif. D'accord. Je voulais savoir pourquoi l'IA, elle avait un rôle déterminant au sein de votre stratégie. Alors, l'IA a un rôle déterminant au sein de nos stratégies. À mon avis, elle devrait avoir un rôle déterminant au sein de toutes les stratégies de toutes les entreprises. Pour une raison simple, c'est que au même titre qu'on pratique pas la médecine, par exemple, comme on l'a pratiqué il y a 50 ans, tous les métiers vont être impactés par l'IA et par sa capacité, d'une part, d'améliorer et d'être plus précis, d'améliorer certains processus d'entreprise. Et c'est pas que en marketing ou en commerce, en RH, en logistique, etc. L'IA améliore très significativement en fait la précision des métiers, les rend plus efficients, et ça permet aussi de scaler, si je puis dire, ou de passer à l'échelle et à des échelles considérables. Si par exemple vous utilisez pour un call center une méthode classique ou traditionnelle, vous pouvez traiter un certain nombre de demandes, mais limitées. Quand on sait qu'en fait, sur un call center comme celui de La Redoute, 60% des questions concernent les mêmes problématiques, si vous confiez la réponse à ces problématiques à une IA, à un chatbot ou à une synthèse vocale, en fait, vous pouvez traiter beaucoup plus de demandes et donc vous pouvez vous internationaliser beaucoup plus facilement sans forcément augmenter votre outil de réponse aux questions. Et donc, effectivement, ça permet de passer à l'échelle et ça permet d'être très précis dans un certain nombre de cas. Surtout quand c'est des cas industriels comme en logistique, etc., d'optimisation, par exemple, de parcours ou de picking, etc. Très bien. J'ai une question sur l'organisation de vos équipes. Je crois que vous avez revu cette organisation. Comment est-ce qu'elle est structurée ? C'est vrai que j'ai revu cette organisation. Quand je suis arrivé, il y avait une organisation qui existait, qui avait le mérite, en fait, d'avoir accordé une part importante aux relations métiers. Donc, il y avait des responsables de domaine, etc. Mais du point de vue de la data, c'était relativement peu structuré. Donc, on a gardé cet aspect métier. On a juste changé le nom. Au lieu de responsables de domaine, on a appelé ça des PPO, des Proxy Product Owners. En revanche, côté data, c'est vrai qu'on a restructuré les choses pour pouvoir, justement,
d'une part, délivrer des projets data, et par ailleurs, ensuite, les exploiter. Et ça n'existait pas vraiment. C'est-à-dire qu'on n'avait pas finalement conscientisé, si je puis dire, cette exploitation. Une fois qu'on mettait en production, on subissait un peu cette exploitation, qu'on ça tombait en panne, on s'en rendait pas toujours compte tout de suite, ça prenait des semaines de reverse engineering parce qu'on n'avait pas forcément bien prévu les choses et du coup on n'avait pas bien documenté ce qu'on avait déployé. Donc on a mis en place plusieurs équipes. La première chose, c'est qu'on a mis en place une équipe exploitation qui a pour vocation d'une part de détecter quand il y a des incidents et les maintenir et faire en sorte qu'on ait justement un niveau de service concernant les projets qu'on met en exploitation, qu'on puisse aussi les faire évoluer, parce qu'une IA ou un dispositif data et un logiciel doit tout le temps évoluer et se plier aux nouveaux besoins du métier. Et puis en parallèle de ça, on a une équipe projet qui va déployer les nouveaux dispositifs qu'on a mis en place. Et puis on a mis en place aussi une équipe BI, parce que c'est vrai que le BI, c'est pareil, il fallait un petit peu de gouvernance. Tout le monde faisait du BI, il fallait se mettre d'accord sur les KPI, les formules, qu'est-ce qui était officiel, qu'est-ce qui était partageable dans l'entreprise, etc. Et enfin, on a gardé cette équipe métier fonctionnelle qu'on appelait avant responsable de domaine, qu'on a renommé PPO, Proxy Product Owner, qui accompagne les différents métiers de la Redoute dans la conception de nouveaux dispositifs. Parce qu'après tout ce qu'on fait en data, on le fait pour les métiers, pour les aider à améliorer leur quotidien et être plus performants. Alors, une dernière question un peu plus personnelle. Comment est-ce que vous trouvez de l'inspiration ? Alors, je trouve de l'inspiration de plusieurs façons. Déjà, en côtoyant beaucoup de mes interlocuteurs et homologues CDO. C'est vrai qu'on se connaît de plus en plus tous, on se côtoie pas mal. Et donc, ça nous inspire. On se rend compte aussi qu'on a très souvent les mêmes problématiques. On n'est pas tous au même stade de l'évolution de nos problématiques en fonction des entreprises, de leur maturité, etc. Mais on a tous été confrontés plus ou moins aux mêmes choses. Et puis, en côtoyant aussi les jeunes diplômés que j'embauche, etc., qui sont très souvent à jour, au moins du point de vue des technologies, en lisant beaucoup aussi. Voilà, et puis à travers effectivement quelques initiatives auxquelles je participe avec le gouvernement, j'ai l'occasion aussi de discuter avec des chercheurs, etc., qui nous inspirent beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. J'ai été ravie d'échanger avec vous, Samir. Et j'ai été ravi également, Claire. Merci de m'avoir invité. Merci et à bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 20 au 22 septembre 2022.